Perdre du ventre et atteindre un taux de masse graisseuse faible peut souvent avoir l'air compliqué, fastidieux et restrictif. Et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça, si on fait l'effort de se concentrer sur les choses qui apportent vraiment des résultats et qu'on laisse le reste de côté. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de vous proposer 10 habitudes simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour à la fois réduire votre taux de masse graisseuse sans trop forcer, mais aussi sans jamais perdre les progrès que vous allez faire. Vous allez découvrir des habitudes quotidiennes, hebdomadaires et d'autres à plus long terme qui valent vraiment le coup d'être utilisées. Je les utilise toutes depuis des années, elles sont 100% efficaces et on commence avec les habitudes quotidiennes. Habitude numéro 1, jeûner le matin. La raison pour laquelle il est préférable de jeûner le matin, c'est que généralement, ce n'est pas votre plus gros repas de la journée. En moyenne, un petit-déj, c'est 4 ou 500 calories, si on compte par exemple un bol de céréales avec un jus de fruits et un café. Mais pour autant, chez beaucoup de personnes, ce repas va souvent apporter des calories de mauvaise qualité, voire de très mauvaise qualité. C'est-à-dire quasi exclusivement des glucides et des sucres, et pas ou peu de vitamines ni de nutriments essentiels. Les aliments du petit déjeuner moderne sont aussi notoirement connus pour élever la glycémie et vont provoquer des pics de faim et de fatigue en milieu de matinée. C'est inconfortable et en plus ça va vous pousser à consommer davantage de glucides et de sucre pour le reste de la journée. Donc enlever le petit-déj, dans de nombreux cas, ça peut régler tous ces problèmes-là et créer le fameux déficit de calories dont on a besoin pour commencer à éliminer les graisses. Au bout de quelques jours seulement, notre horloge biologique s'y adapte très bien et on peut profiter d'une matinée entière avec des niveaux d'énergie stables et ne pas se retrouver avide de nourriture dès 11h, voire même 10h. C'est l'une des habitudes qui a le plus assaini mon alimentation ces 10 dernières années et m'a aidé à me déconditionner du sucre, alors je la recommande à titre personnel. Ça fait généralement plus de bien que de mal. Habitude numéro 2, entre 5 et 10 000 pas chaque jour. C'est le minimum vital au quotidien pour rester en bonne santé. Pendant des années, je n'ai juré que par le cardio. J'en faisais quasiment tous les jours après la muscu, et même des fois avant. Mais j'ai mis du temps à m'apercevoir que j'avais tendance à compenser ce cardio par plus de nourriture. Ce qui au final annulait un peu les efforts que je faisais pendant mes sessions. Et il y a 10 mois, quasiment, 10 mois, j'ai décidé d'arrêter le cardio pendant un an et de remplacer ce cardio par 5000 pas quotidiens. Ce qui se fait en à peu près une demi-heure. Je cale ça entre midi et 2, ça fait un break sur la journée pour écouter de la musique ou des podcasts, et rouler jeunesse. Ouais, j'ai utilisé l'expression rouler jeunesse. En 30 minutes de marche, on peut brûler environ 200 calories, qui vont s'ajouter au déficit de calories que l'on obtient déjà avec l'alimentation. Donc sur le long terme, c'est un game changer. Et même si au bout de 10 mois maintenant, je regrette quand même un peu d'avoir complètement stoppé le cardio, car j'ai un peu perdu en VO2 max, cet arrêt net a quand même été révélateur de plusieurs choses intéressantes. La première, c'est qu'il est assez difficile de se forcer, entre guillemets, à aller marcher les premiers jours. On a l'impression de perdre son temps, mais très vite, on y prend goût et ça devient indispensable. En marchant, on s'oxygène le cerveau, on évacue la pression et on est ensuite plus productif pour le reste de la journée. Donc c'est tout bénef. La deuxième chose importante, c'est que la marche ne donne pas faim, parce qu'on n'attaque pas nos réserves de sucre en marchant, c'est pas assez intensif. Du coup, on ne va pas avoir tendance à compenser notre dépense par plus de nourriture, ce qui est là par contre un net avantage par rapport au cardio. Mais attention, comme je le disais juste avant, le cardio a aussi des avantages, comme par exemple améliorer notre santé cardio-respiratoire. C'est la raison pour laquelle j'ai revu la copie ces dernières semaines en ajoutant une séance de cardio de haute intensité une fois par semaine, mais pas plus. Le reste de votre cardio et de vos capacités cardiaques vont aussi naturellement se travailler si vous faites des activités sportives intenses, typiquement une séance de squat ou de soulevé de terre, donc pas la peine d'abuser sur le cardio. Et ça va faire une parfaite transition vers l'habitude numéro 3. S'entraîner au moins 15 minutes par jour en moyenne, et j'insiste bien sur le mot moyenne. La plupart des programmes de musculation sont calibrés pour que chaque séance dure entre 45 minutes et 1 heure. Je n'ai absolument rien contre ça, et j'ai suivi ce style de programme pendant des années. Parce que tout simplement ça marche. Mais dans la seule perspective de perdre de la masse graisseuse sainement, vous n'avez absolument pas besoin de vous entraîner 1 heure plusieurs fois par semaine. 15 minutes par jour en moyenne suffisent amplement. En 15 minutes, vous avez le temps de réaliser plusieurs séries sur un groupe musculaire. Et comme il existe 6 groupes musculaires sur le corps, ou 7, ça dépend comment on compte, eh bien ça nous en fait un par jour à entraîner pendant 15 minutes sur les 7 jours de la semaine. Ces 15 minutes, elles sont à la fois obligatoires pour perdre de la masse graisseuse dans de bonnes conditions, sans quoi vous risquez de perdre en masse musculaire pendant votre régime, et diminuer aussi votre densité osseuse. Donc les régimes sans activité physique, on oublie, ça fait partie d'une autre époque. Mais dans le même temps, eh bien, tout le monde a 15 minutes par jour à consacrer à l'entraînement physique.
donc pas d'excuses. Il vous suffit de chercher sur internet ou sur ma chaîne des exercices à réaliser à la maison avec des haltères et du matériel de base, et vous êtes bon pour commencer à implémenter cette habitude dès ce soir si vous le souhaitez. Un des 6 ou 7 groupes musculaires du corps par jour, 1 à 2 exercices pour ce groupe avec 2 ou 3 séries par exercice, et ça suffit. Habitude numéro 4, la règle des 200 grammes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail avec une habitude que j'applique depuis à peu près 2015 et qui m'a jamais déçu. C'est ce que j'appelle la règle des 200 grammes de glucides par jour. L'apport en glucides et en sucre, il compte pour une bonne partie de vos chances de succès lorsqu'il s'agit de perdre de la graisse. Ce sont majoritairement les glucides et les sucres qui vont entraîner la production d'insuline, et quand on veut perdre du ventre et de la masse grasse, eh bien maintenir l'insuline à des niveaux raisonnables, voire bas, est l'une des clés fondamentales du succès. Le réflexe sur le principe, ce serait donc d'essayer de manger le moins de glucides possible. Et on va pas se mentir, si vous y parvenez, ça marche vraiment. Le problème, c'est que c'est quelque chose de difficile à tenir sur la durée, surtout si votre entourage ne vous suit pas dans cette démarche. Dans le cadre d'une alimentation de type cétogène par exemple, où l'apport en glucides est extrêmement bas, on ne consomme plus de féculents ni même de fruits. Alors le fun dans l'alimentation en prend quand même un gros coup. Et si vous êtes quelqu'un d'actif sur le plan physique, avec de la musculation ou un sport que vous pratiquez régulièrement, ça peut aussi vous poser des problèmes de performance et de récupération. C'est la raison pour laquelle il faut trouver la juste quantité de glucides à manger au quotidien sur vos différents repas. Pour ma part, j'ai essayé de ne jamais dépasser les 200 grammes de glucides par jour en moyenne. Ce chiffre, c'est simplement l'équivalent de mon poids, 83 kg à l'heure actuelle, multiplié par 2,5, ce qui nous donne 200 à quelques grammes près. Le truc, c'est que ce calcul ne marche bien que si vous avez déjà une forme assez athlétique. Si vous faites, mettons, 130 kg, vous allez vous retrouver avec 325 grammes de glucides par jour, ce qui est loin d'être idéal pour la perte de poids. La solution, si vous êtes dans cette situation et avez pas mal de graisse à perdre, c'est tout simplement de partir de votre taille au-dessus du mètre. Pour moi qui fais 1m86, ça ferait donc 86, et de multiplier ça par 2,5. Ça vous donnera une bonne base sur laquelle tabler en matière d'apport en glucides. Mais notez que vous pouvez élever un peu cette valeur si vous êtes très sportif et actif, ou la diminuer un peu si vous êtes dans le scénario opposé, c'est-à-dire plus sédentaire et moins sportif. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai tendance à faire baisser cette valeur graduellement quand je veux perdre du gras et que j'atteins des plateaux de progression. Vous savez, ces moments où on stagne. Généralement, je commence mes périodes de sèche graisseuse avec ces fameux 200 grammes par jour, mais je termine souvent au bout de quelques mois avec 120 ou 150 grammes, ça dépend des jours. C'est tout simplement à modifier en fonction des résultats que vous obtenez. Mais pour commencer à perdre du poids ou maintenir votre condition physique une fois que votre poids cible est atteint, c'est une valeur repère qui marche plutôt bien pour à la fois être sûr de ne pas consommer trop de glucides, ni pas assez. Pour suivre votre apport en glucides, il n'y a pas 36 solutions. Vous allez devoir utiliser une application de comptage de calories qui vous dira à la fin de la journée combien de glucides en grammes vous avez mangé, en plus des valeurs des autres macronutriments, comme les lipides, les protéines, les fibres, etc. Pour ça, vous pouvez utiliser des applications comme MyFitnessPal ou FatSecrets, pour ne citer que, il doit y en exister plein d'autres. Ce n'est pas du tout indispensable par contre de faire ce comptage des glucides tous les jours, en particulier si vous avez une alimentation dont les principes se répètent jour après jour et où les quantités vont se ressembler fortement indépendamment des aliments. Mais les premiers temps, c'est un très bon exercice pour se familiariser avec les aliments et avec l'expérience, cela vous servira simplement à contrôler que vous êtes dans les clous sur le long terme. Habitude numéro 5, toujours avoir des snacks de secours. Parfois et sans raison évidente, on peut avoir faim quand on est au régime. Ça fait partie du processus d'avoir un peu faim de temps en temps, mais avoir la grosse dalle, c'est clairement un problème car vous risquez d'avoir du mal à vous contrôler et risquez de manger 3 fois plus que ce dont vous avez vraiment besoin. C'est une sorte de pulsion. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon un craving. Le truc, lorsque ces cravings se produisent, c'est d'avoir les bons réflexes et de se tourner vers les aliments à faible impact, dont on a longuement parlé lors de ma précédente vidéo. On peut par exemple penser à un bol de popcorn nature avec un peu de stevia, ce qui va peser 100 calories au maximum et avoir un impact minime sur vos résultats. Ou alors, on peut par exemple faire la même chose avec du fromage blanc 0%, toujours avec un filet de stevia, ce qui va représenter la même valeur calorique à peu près. Cela va calmer l'envie de manger assez facilement, sans vous apporter des tonnes de calories ni de sucre. Et c'est toujours 10 fois mieux que de démonter une tablette de chocolat ou de s'enfiler cuillère de Nutella sur cuillère de Nutella. D'un point de vue plus général, si vous constatez des cravings de temps en temps, c'est normal et ça arrive à tout le monde. Mais si cela se produit plusieurs fois par semaine, alors cela doit vous alerter. C'est que quelque chose ne va pas dans votre alimentation ou votre style de vie. Soit vous avez un apport calorique qui est trop restrictif, votre déficit de calories est trop important, soit vous faites trop de cardio et d'activité physique intense. En clair, votre niveau d'activité n'est pas en rapport avec votre apport calorique, il est trop sous-coté, soit vous manquez de sommeil et de repos. C'est les 3 raisons principales. Mais il y en a une quatrième,
Vous avez combiné restriction calorique trop importante, restriction glucidique trop importante, manque de sommeil chronique et trop d'activité physique par-dessus tout ça. Maintenant qu'on a vu les habitudes piliers du quotidien, on va passer aux habitudes hebdomadaires. Rassurez-vous, il y en a un peu moins. Cela va être des choses qu'on n'est pas tenu de faire tous les jours, mais qui ont quand même une grande importance sur la perte de poids. Avant de continuer, je tiens à vous informer que je vous ai préparé une vidéo complète dans laquelle je vous livre les actions concrètes et précises à mettre en place si vous souhaitez commencer à perdre du gras avec le jeûne intermittent dès aujourd'hui. Ce sont des conseils qui m'ont à la fois délivré de la malbouffe, de laquelle je suis resté prisonnier pendant des années quand j'ai commencé, et m'ont aussi permis de perdre mes premiers kilos sans même avoir l'impression de faire un régime. Il n'y a aucun truc miracle, juste du bon sens. La vidéo, elle est disponible en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche juste en haut, ou en cliquant sur le premier lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de me dire à quelle adresse vous souhaitez la recevoir et vous pourrez la visionner dans une minute. On continue avec la 6e habitude. Ayez des repas d'avance. Lorsque vous cuisinez votre repas du soir en rentrant à la maison et peut-être aussi pour le lendemain midi, soyez prévoyant et cuisinez 1 ou 2 repas supplémentaires. Ça prend 0 temps puisque pour ça il vous suffit d'augmenter simplement les quantités dans vos poêles et vos casseroles. Et ces repas d'avance, vous allez pouvoir les mettre en barquette et ils vous permettront de pallier aux aléas du quotidien. Exemple tout simple. Demain soir, vous avez une surcharge de travail au boulot et vous rentrez 1 heure plus tard, épuisé. Il y a fort à parier que votre envie de cuisiner un plat sain en rentrant soit proche de 0 et qu'à la place, vous vous laissiez tenter par une pizza surgelée ou un plat à emporter type grec ou fast-food. Si par contre, en amont, vous avez pris les devants et avez déjà 1 ou 2 plats d'avance prêts à être passés au micro-ondes, c'est gagné. Pendant longtemps, j'ai été un fan de préparer tous mes repas de la semaine à l'avance. Ça marche bien quand on est tout seul et qu'on n'est pas trop princesse avec la nourriture. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement besoin de manger des plats différents tous les jours pour satisfaire nos papilles. Mais avec les années, la famille et les enfants, c'est plus compliqué. Alors aujourd'hui, j'opte plutôt pour l'option que je viens de vous présenter, où on cuisine un peu tous les jours et où on fait quelques provisions pour le lendemain ou le surlendemain au cas où on aurait des indisponibilités. Ou alors tout simplement la méga flemme, parce que ça arrive aussi. Et croyez-moi, c'est sur des détails comme ça, semaine après semaine, que les grandes différences vont se faire entre réussir sa transformation physique et ne pas la réussir justement. Parce qu'en clair, ça revient à ne pas laisser les choses au hasard de la vie et à prendre en main sa réussite. En un seul mot, anticiper. Habitude numéro 7, un repas libre chaque semaine. Un repas libre, c'est quoi? C'est un repas dans la semaine où vous allez manger ce que vous voulez et rien d'autre que ce que vous voulez. Un repas libre, c'est à la fois indispensable pour déjà se faire plaisir, mais aussi pour maintenir une vie sociale. Vous n'allez pas vous enterrer chez vous pour réussir votre perte de poids. Et ce, pendant des semaines ou même des mois. Ça n'a pas de sens. Si vous faites ça, vous allez tout simplement péter un câble. Il est 100% vrai qu'il est plus efficace de ne pas faire de repas de triche quand on veut éliminer des graisses rapidement, car ce sont des calories en moins que vous n'aurez pas à compenser sur les jours qui suivent. C'est un fait, je suis d'accord. Mais en mon sens, il vaut mieux progresser un tout petit peu moins vite chaque semaine à cause de ces repas plaisir, mais grâce à ça, être capable de tenir sur la durée, car c'est là que les progrès vont se faire. Et dans le même temps, un repas libre chaque semaine n'est souvent pas suffisant pour annuler les résultats que vous avez réussi à accumuler les jours précédents. Donc faites vos écarts sans réel complexe et ne voyez pas ces écarts comme des erreurs de parcours, mais plutôt comme faisant partie du processus. C'est à la fois un regain de motivation et aussi un petit boost pour le métabolisme. Ça lui permet de faire un break hebdomadaire face au déficit calorique accumulé durant la semaine. Mais attention, c'est un repas libre, pas 2 ni 3, car là ça peut vite devenir difficile, voire impossible. Une autre approche consiste à ne pas faire un repas libre complet dans la semaine, mais 2 plus petits. Par exemple, 2 plats que vous aimez, répartis sur 2 jours différents de la semaine. Mais dans ce cas précis, on ne fera pas entrée, plat, dessert, digestif, si vous voyez ce que je veux dire, pour éviter un surplus calorique trop important, et qui viendrait finalement effacer nos résultats. Et si vous avez quand même un peu peur de trop ralentir vos résultats à cause de ces repas libres, car vous avez du mal à contrôler les quantités quand vous commencez à manger des choses qui vous plaisent, alors vous devez absolument appliquer la routine hebdomadaire qui suit, parce que c'est mon cas à moi aussi, et ça m'a grandement aidé. Habitude numéro 8, jeûner un jour par semaine. Le plus souvent, je pratique une journée de jeûne quasi complète sur une de mes journées de la semaine, et le plus souvent, c'est le dimanche. Mais pourquoi le dimanche? Eh bien tout simplement car c'est souvent le samedi soir que j'ai tendance à faire mes repas libres. Soirée entre amis, barbecue, tout ça. Donc cette journée de jeûne me permet de compenser l'immense majorité des calories en trop que j'ai mangées la veille, et cela permet aussi de reposer le système digestif qui en prend un coup avec ces repas-là justement. Et en pratique, c'est très simple, en particulier si on a déjà l'habitude de jeûner le matin, comme on l'a vu dans la routine numéro 1. Il suffit juste de décaler davantage l'heure du premier repas. Dans ces journées de jeûne du dimanche, je vais uniquement prendre un repas le soir, donc au lieu d'avoir une répartition en jeûne 16-8,
On va plutôt être sur un format de jeûne OMAD. Pour ceux qui connaissent, ça signifie One Meal a Day, soit un repas dans la journée. En un seul repas, même si vous forcez un petit peu sur les aliments clean, vous allez avaler 1000 ou 1200 calories au maximum. Et donc, vous voyez que ça permet de compenser facilement les écarts de la veille sans avoir besoin de bourriner sur le cardio ni de s'infliger une diète ultra restrictive pour les jours qui viennent. Et à terme, ça permet d'être plus régulier. Il nous reste une habitude hebdomadaire qui est indispensable à mettre en place si vous voulez obtenir des résultats, c'est tout simplement de suivre vos résultats. La perte de masse graisseuse, ça passe avant tout par une réduction du poids que l'on va faire sur la balance. Donc c'est la première mesure qu'il faut prendre chaque semaine. Je vous conseille de prendre cette mesure le matin, par exemple en milieu de semaine, loin de vos repas libres. Car si vous vous pesez le lendemain ou le surlendemain d'un repas libre, vous risquez de peser plus lourd que la moyenne à cause de la rétention d'eau, donc la mesure que vous allez faire ne sera pas des plus fiables. Il n'y a que 2 règles à suivre pour vous peser efficacement. La première étant de vous peser toujours le même jour de la semaine et à la même heure, et la deuxième étant de vous peser dans les mêmes conditions physiques. Par exemple, toujours à jeun le matin, après le pipi et après avoir avalé quoi que ce soit. Bref, en caleçon. C'est grâce à ces mesures que vous allez pouvoir constater vos progrès et faire les ajustements nécessaires dans votre mode de vie pour améliorer les choses pour les semaines qui viennent. Mais le poids n'est pas la seule métrique à prendre en compte. Même si c'est la donnée centrale, il peut être très intéressant d'ajouter à ça la mesure de vos plis cutanés qu'on réalise avec une pince adipomètre. Cela permet de suivre l'évolution de l'épaisseur du gras sur différentes zones du corps, indépendamment du poids. Et la petite anecdote, c'est qu'il m'est souvent arrivé de ne pas perdre de poids sur la balance pendant une semaine, mais de quand même avoir perdu en épaisseur de gras, ce qui est bon signe. C'est donc une mesure complémentaire que vous pouvez réaliser très rapidement après la pesée, là encore une fois par semaine. La troisième mesure que vous pouvez faire n'en est pas vraiment une, mais c'est simplement de faire une simple photo de vous après avoir réalisé vos mesures. Comme on se voit tous les jours, il peut parfois être difficile de voir les progrès qu'on fait, et on peut au fil des semaines avoir l'impression qu'on ne progresse pas vraiment sur l'aspect visuel. C'est pourquoi je pense qu'il est crucial d'avoir au moins une photo toutes les 2 semaines pour se remémorer qu'on a quand même progressé et qu'on ne fait pas tout ce qu'on fait pour rien. Le package pour les mesures est donc très simple et prend moins d'1 minute chaque semaine pour être réalisé. Une pesée, un coup de pince sur la région abdominale et une photo avec le téléphone. Et après, on range ces petites données dans un bloc-notes sur le téléphone et le tour est joué. Habitude numéro 10, faire une régulation chaque trimestre. Maintenant, on va glisser vers la seule habitude à plus long terme que j'utilise puisque c'est une habitude trimestrielle, celle des régulations. Et c'est plutôt une habitude qui va vous servir à maintenir vos résultats une fois que vous les aurez atteints et pas reprendre des dizaines de kilos de graisse et avoir ce fameux effet yo-yo. Ce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre au départ, c'est que le physique que vous obtiendrez après une phase d'amaigrissement de disons 3 mois, eh bien c'est le résultat des actions que vous aurez mis en place pendant ces 3 mois. C'est aussi simple que ça. Et la plus importante de ces actions étant le maintien d'un déficit calorique sur le moyen terme. Et donc il est évident que vous n'allez pas rester en déficit calorique toute votre vie. Il va y avoir un moment où vous serez satisfait du résultat et où vous aurez envie de reprendre un rythme plus souple. Sous-entendu, avec plus de calories journalières, c'est-à-dire manger à hauteur de votre besoin journalier et pas en dessous. En théorie, cela vous garantit de ne jamais reprendre le poids et les graisses que vous aurez perdues. Mais dans la pratique, c'est un peu plus tricky que ça. Déjà, si vous êtes comme moi, vous n'allez pas suivre précisément vos calories journalières, je veux dire par là avec scrupule. Vous allez vous baser sur des principes simples pour gérer vos assiettes, comme vous l'avez fait pendant le régime, mais avec des quantités un peu plus importantes, pour retrouver ce maintien calorique justement. Et croyez-moi, là encore, vous risquez de déborder un peu sur les calories. Alors pas forcément beaucoup, mais au fil des semaines et des mois, cela peut, et j'ai même envie de dire que ça va entraîner la reprise d'un petit peu de graisse. C'est pas grave, l'essentiel c'est de ne pas en reprendre de trop et de savoir gérer cette petite reprise de graisse. C'est là que les régulations trimestrielles entrent en jeu. Et ces régulations, c'est tout simplement des périodes courtes pendant lesquelles on va aller réengager une période d'amaigrissement. Personnellement, je fais ça tous les trimestres depuis cette année, et pendant 10 jours environ, je réadopte une alimentation déficitaire en calories et j'augmente un petit peu ma dépense énergétique quotidienne, via la marche et un petit peu de cardio pourquoi pas. Alors ça fait pas de miracle, mais ça permet de perdre 1 ou 2 kilos sur la balance assez facilement et d'éliminer ces fameuses graisses qu'on a repris progressivement sur la durée. C'est la vie. Et si on regarde les choses sur le spectre d'une année complète, eh bien ça permet de maintenir un taux de masse graisseuse qui reste bas et de ne pas trop s'éloigner de son pic physique, c'est-à-dire le point où on était le mieux visuellement. Ces 10 habitudes, elles travaillent entre elles et en synergie pour vous aider à transformer votre corps sans trop vous prendre la tête et aussi d'être capable de conserver vos résultats sur le long terme. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle, juste des choses simples
mais qu'il faut mettre en place pour avoir des résultats. Je vous propose maintenant de recevoir une vidéo gratuite dans laquelle cette fois-ci, je ne vous livre pas 10 habitudes, mais des actions concrètes et précises à mettre en place dès aujourd'hui pour commencer votre transformation physique. Ce sont les actions qui m'ont permis d'en finir avec la malbouffe, de commencer le jeûne dans de très bonnes conditions et de brûler mes premiers kilos de graisse sur le ventre sans forcer ni même avoir besoin de faire de cardio. La vidéo est disponible en cliquant sur la petite fiche, la petite vignette là qui s'affiche ici. Vous me dites simplement à quelle adresse email vous souhaitez la recevoir sur la page qui va s'ouvrir et vous pourrez la visionner dans quelques instants. Le lien est aussi disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier que vous y trouverez. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique. C'était Romain, à très vite.